Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, certains Parisiens s'approvisionnaient encore en eau directement dans la Seine. Mais à l'époque, les eaux du fleuve sont souillées. Étant donné que la Seine sert de tout à l'égout, eh bien l'eau du fleuve est extrêmement polluée. Et Marivaux, dans le cadre d'un débat sur l'eau de la Seine, à la veille de la Révolution, aura cette phrase percutante mais juste: les Parisiens jettent leur pot de chambre dans leurs carafes. Si les Parisiens les plus désœuvrés se procurent de l'eau directement dans la Seine, d'autres plus aisés font appel à des porteurs d'eau qui prélèvent une eau souterraine de meilleure qualité dans des fontaines publiques. Mais l'eau disponible n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des Parisiens. Au milieu du XIXe siècle, le préfet Haussmann a donc l'idée d'aller puiser de l'eau plus saine hors de la capitale. Eugène Belgrand, alors en charge de la création du réseau d'égouts, a aussi pour mission d'acheminer cette eau potable au cœur de Paris. Pour ce faire, il va imaginer un réseau tentaculaire et entièrement connecté. L'ingénieur identifie d'abord plusieurs sources d'eau dans un rayon de 150 km autour de la ville. Mais une fois ces eaux souterraines puisées, encore faut-il les transporter jusqu'à Paris. En s'inspirant des Romains, Belgrand fait construire un vaste réseau d'aqueducs permettant d'acheminer l'eau sur de très longues distances. Dans ces structures hors normes, l'eau suit la pente naturelle qui la mène jusqu'au creux du bassin parisien. Elle s'écoule ainsi par simple gravité, depuis sa source jusqu'aux portes de la capitale. Ensuite, l'eau circule dans des canalisations qui empruntent le réseau d'égouts. Le principe de Belgrand, c'est celui de la gravité, c'est-à-dire que l'eau arrive à Paris parce qu'elle part d'un point plus haut que celui auquel elle arrive. Tout ça en utilisant la topographie du bassin parisien. Donc c'est quand même à la fois très pertinent et surtout parfaitement résilient, puisque le système, c'est encore celui qu'on utilise pour la moitié de l'eau qui est consommée à Paris actuellement. Ce chantier pharaonique, réalisé en parallèle de l'aménagement des égouts parisiens, durera près d'une quarantaine d'années. Les travaux s'achèveront bien après la mort de Belgrand, au début du XXe siècle. L'œuvre accomplie par Belgrand et ses successeurs est remarquable. Au total, 470 km d'aqueducs sont construits. Aujourd'hui, les ouvrages transportent l'eau prélevée dans une centaine de points de captage tout autour de Paris. Ensuite, l'eau potable est acheminée au domicile des Parisiens en empruntant près de 2000 km de canalisation installés dans le réseau d'égouts. À l'époque de sa conception, à la fin du XIXe siècle, ce réseau unique qui achemine à la fois les eaux usées et les canalisations d'eau potable est une véritable innovation. Alors, ce qui est assez remarquable avec le système conçu par Belgrand, eh bien, c'est sa longévité, puisque le réseau qu'exploite aujourd'hui Haute-Paris est concrètement le réseau conçu, aménagé par Eugène Belgrand et ses successeurs. Aujourd'hui encore, les galeries d'égouts jouent un rôle indispensable dans la distribution d'eau potable dans la capitale. Ce réseau commun présente un énorme avantage. Les canalisations sont accessibles depuis les égouts. En cas de fuite, ou tout simplement pour entretenir le réseau, Paris n'a pas besoin d'éventrer ses trottoirs, ni de perturber sa circulation. Il suffit aux agents d'eau de Paris de se rendre directement dans les égouts. Le réseau de canalisation d'eau potable est installé au plafond. L'eau circule dans près de 2000 km de tuyaux qui suivent le chemin des égouts et alimentent l'ensemble des immeubles parisiens, mais aussi les bouches à incendie des pompiers. Parfois, il arrive que certaines canalisations présentent des fuites. Elles doivent alors être remplacées. Malgré la proximité entre le réseau d'eau potable et les eaux usées, le risque de contamination est nul. La conduite, elle est vraiment sous pression et sur toute sa longueur. Il n'y a pas de point faible. On est sûr et certain qu'il n'y aura rien qui rentrera dans la conduite. Aucun corps étranger qui rentrera dans la conduite. L'eau est le bien de consommation le plus surveillé de France. À Paris,
elle fait l'objet de plus d'1 million de mesures de contrôle par an. Et ce, tout au long de son trajet, bien avant son arrivée dans les égouts. Tout est fait pour assurer à l'eau une qualité irréprochable. Car avant d'être acheminée via les égouts pour arriver au domicile des Parisiens, l'eau subit une batterie de traitement. Comme ici, dans l'usine de potabilisation de l'Haÿ-les-Roses, au sud de Paris. La gigantesque installation recueille les eaux souterraines en provenance de la région de Sens. Cette usine ultramoderne produit chaque jour 110 000 mètres cubes d'eau, soit environ 1/5 des besoins de la capitale en eau potable. À son arrivée, l'eau paraît claire. Elle est pourtant chargée de nombreuses substances invisibles à l'œil nu, mais potentiellement dangereuses pour la santé. On a déjà une eau claire, mais elle n'est pas suffisamment limpide pour être considérée comme potable. Elle va contenir en fait des matériaux, des minéraux des sols, mais également des bactéries, des parasites. Ce sont ces éléments-là qu'on va chercher à éliminer sur l'étape de traitement, en plus de l'élimination aussi des pesticides. La première étape du traitement consiste à faire passer l'eau dans d'immenses bassins chargés de poudre de charbon. Très poreux, le charbon actif va attirer tel un aimant de nombreuses particules en suspension comme les résidus de pesticides. L'eau est ensuite débarrassée de ces substances par décantation. Puis elle est aspirée pour être envoyée vers la deuxième phase de dépollution. L'eau arrive alors dans cette immense salle. Elle est envoyée sous très haute pression dans l'un de ces modules blancs. C'est l'étape d'ultrafiltration. L'ultrafiltration, c'est ni plus ni moins qu'une filtration mécanique, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'image d'un tamis ou d'un filtre à café, comme on peut filtrer le café. Mais là, on va être sur une maille très très fine, hein. On est sur 0,01 micron. C'est-à-dire qu'on va venir piéger toutes les particules qui sont plus grosses que cette taille de 0,01 micron. Chacun de ces modules contient une centaine de tubes. Ces tubes sont composés de membranes percées de trous d'un diamètre de 0,01 micromètre, soit 10 000 fois plus petits que les pores de la peau. Bactéries, virus, parasites, aucun organisme ne résiste à cette barrière. L'ensemble de cet atelier d'ultrafiltration représente une surface de 66 000 m². C'est-à-dire qu'on a des procédés qui sont très concentrés. C'est-à-dire si on voulait les construire avec une autre technologie, il faudrait prendre l'équivalent dans cette salle membranaire de à peu près 60-70 terrains de foot, ce qui est considérable. Après cette étape, l'eau est pratiquement potable. Elle a été débarrassée de toutes ces substances indésirables, mais conserve ses qualités minérales. Il ne reste plus qu'à lui ajouter une infime quantité de chlore, qui lui permettra de maintenir sa qualité pendant toute la durée de son stockage et de son transport. Une étape indispensable avant d'emprunter les canalisations qui sillonnent le gigantesque réseau d'égouts parisiens.